Que ressent-on au niveau de la crise? Est-ce qu'on est toujours dans l'anxiété, dans la crainte, ou est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir qui apparaît? Les 2, les 2. Surtout la situation, heu, est encore plus compliquée émotionnellement qu'elle n'était. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de cette crise, ce qui dominait, c'était la peur quand même. La peur de tomber malade, de transmettre la maladie aux gens qu'on aimait, et puis l'espoir que ça s'arrête rapidement. Et puis là, avec la chronicisation, d'autres émotions sont arrivées, le découragement, l'agacement, la colère, le ressentiment, le doute, l'incertitude aussi sur les solutions proposées. Est-ce que ces vaccins vont marcher? Toutes ces histoires-là. Donc la situation a progressé dans le sens de davantage de complexité, mais elle n'est pas forcément plus facile à vivre intérieurement. C'est là où c'est étonnant. Mmh. Est-ce qu'il y a toujours cette idée de stress qui a induit, toutes sortes peut-être de phénomènes en nous, d'addiction, de dépression, de... Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, mais le stress, vous savez, c'est un phénomène complexe, là encore, qui... Alors, pour faire simple, on dit souvent qu'il y a 3 étapes dans le stress. Il y a la phase d'alerte où on se mobilise, donc on monte vers un optimum adaptatif. Ça, c'était les premières semaines, les premiers mois de la pandémie, où tout le monde s'est vite organisé pour faire face, les individus et la société. Puis, il y a une phase de plateau, d'adaptation. Là, on est en régime de croisière, on est soumis aux stresseurs et puis on essaie de tenir bon. C'est un peu dans cette phase que nous sommes ou dont nous sommes en train de sortir, parce qu'après, il y a la phase d'effondrement où, au fond, si le problème dure, au bout d'un moment, on n'en peut plus et on craque. Et c'est pour bientôt. Donc j'espère que nous allons avoir des solutions médicales, en tout cas sous forme de ces vaccins qui sont en train d'arriver, qui globalement présagent d'une issue plutôt favorable, Mmh. heureusement. Alors, on parlait la semaine dernière d'altruisme, mais est-ce que finalement, avec cette crise qui dure plus d'un an maintenant, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un repli sur soi, un phénomène contraire? Ouais, ce qui est intéressant dans les situations qui durent, c'est qu'elles permettent de voir les antagonismes présents au sein de tout être humain. Et c'est vrai qu'il y a en nous, il y a en tout être humain, cet antagonisme entre le désir d'altruisme et le désir d'égoïsme. Et on est tous équipés de ces circuits égoïstes et puis de ces circuits cérébraux altruistes. Et donc, ce qui va faire que les uns ou les autres vont prendre l'ascendant, c'est bien sûr notre volonté, nos idéaux, mais aussi les efforts que nous allons faire. Hein. Est-ce que je fais l'effort de lutter contre mes tendances égoïstes pour aller vers plus d'altruisme? Et puis aussi ce que nous montre la société. C'est-à-dire une société qui valorise toujours les personnes qui réussissent grâce à leur égoïsme, une société à la Trump ou d'autres choses de ce style-là. C'est une société qui envoie des messages toxiques, qui en dit à ses citoyens « soyez égoïstes et vous en sortirez mieux que les altruistes ». Une société par contre qui met l'altruisme en avant comme vertu, comme moyen de mieux vivre ensemble, c'est une société qui nous pousse à faire nous-mêmes ces petits efforts-là. Donc on est toujours comme ça, partagé quoi, entre ces 2 tentations. Il faut le savoir, c'est un travail qui n'est jamais fini, qu'on a à conduire tout au long de sa vie. Alors, on a été témoin, encore aujourd'hui, de la détresse de certains d'entre nous, les télétravailleurs, mais aussi les étudiants. Comment faire pour atténuer le manque de relations sociales, finalement, les privations qu'on subit tous? Bah, c'est une question compliquée. C'est-à-dire, bien sûr, là, on a vu que le gouvernement offrait des consultations psychologiques gratuites, etc. Mais en tant que soignant, et je pense comme la plupart de mes collègues soignants, nous, on préfère la prévention. C'est-à-dire, on préférerait ne pas avoir à soigner, mais aider les gens à ne pas tomber malades. Et je crois que dans le cas de ces histoires d'étudiants isolés, de télétravailleurs isolés, il faut lâcher du lest aujourd'hui. Il faut leur permettre de se retrouver, de permettre aux étudiants d'avoir 1 ou 2 journées de cours par semaine, permettre aux télétravailleurs de disposer d'espaces de rencontres avec des collègues. Parce que, comme on l'évoquait la semaine dernière, hein, les écrans, le virtuel sont des béquilles, mais ça ne remplace pas le vrai goût de la vie, le vrai goût de l'échange. Et c'est pas, sur la durée, c'est pas possible. On n'est vraiment pas construit pour échanger au travers d'écrans et travailler en distanciel. C'est le mot à la mode. Et vous savez, je bavardais avec Mathieu Ricard hier, on avait un échange par Zoom, malheureusement, comme tout le monde. Et il me disait, j'en ai marre, j'ai l'impression de devenir un zombie. Ah, Des zombies
magie du zoo. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il nous tarde à tous que ça s'arrête, ces histoires-là. Mais il y a pourtant des valeurs à cultiver, justement, quand on est isolé, quand on est privé de ses relations sociales. Est-ce qu'il y a des côtés positifs à tirer en nous, justement? Oui, de toute contrainte, on peut tirer des choses positives à plusieurs conditions. D'abord, qu'on ait les ressources personnelles, qu'on ait la force pour le faire. Hein. Si je suis au bout du rouleau, si je suis très fragile, une contrainte va être la chiquenote qui va me faire m'effondrer. Donc il faut quand même voilà, avoir pris soin de soi auparavant, ou ne pas avoir été trop malchanceux auparavant. Et puis, il faut savoir quelle voie emprunter. Vous savez, beaucoup de nos contemporains sont totalement perdus parce qu'ils ont pris l'habitude, au fond, d'externaliser la réponse à leurs problèmes. Quand ils sont malheureux, ils achètent quelque chose. Quand ils se sentent seuls, ils vont sur les réseaux sociaux. Mais ils ne puisent pas en eux-mêmes les réponses aux difficultés que la vie met sur leur chemin. Et la vie met toujours des difficultés sur notre chemin. Donc le problème de notre société marchande, c'est qu'elle nous vend des solutions, mais qui sont des solutions insatisfaisantes. Et on a un tout petit peu perdu l'habitude de nous fréquenter nous-mêmes, d'où l'importance de la méditation, de la vie intérieure, de la connaissance de la vie de l'esprit, qui sont en vogue aujourd'hui, et ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. Alors, la vie intérieure, c'est d'ailleurs l'objet de l'un de vos derniers livres. Justement, comment se mettre à développer sa vie intérieure? En n'ayant pas peur. En n'ayant pas peur de ce mouvement de descente en soi. Il y a, je ne sais plus dans quelle pièce, je crois que c'est une pièce de Marcel Aimé, où il y a un héros qui dit « Oui, on m'a dit, descendez en vous-même, mais j'y suis descendu, j'y voyais rien, j'y comprenais rien, j'ai eu trop peur, je suis ressorti. » Et c'est exactement ce qu'on voit aussi lorsque les personnes qui veulent apprendre à méditer démarrent la méditation, c'est-à-dire que c'est pas simple de se relier à soi, de se connecter à sa vie intérieure si on a pris l'habitude de la fuir, parce qu'on va tomber sur tout ce qui n'est pas réglé, sur les inconforts, vous savez, sur les inconforts, les souffrances, les malheurs, les tristesses. Vous savez, pour se débarrasser de ces souffrances, il faut aller à leur rencontre. Et c'est ce mouvement que nous devons aujourd'hui réapprendre. Un peu comme une hygiène, finalement, du quotidien? Absolument. Je crois qu'il y a une nécessité de prendre soin de soi au quotidien, et vraiment, prendre soin de soi n'est pas forcément un acte d'égoïsme. Vous savez, il y a ce beau modèle de ce qu'on appelle l'intériorité citoyenne. Si je prends soin de moi, je serai souvent moins pénible pour les autres. Si je ne prends pas soin de moi, je serai râleur, rouspéteur, égoïste, grognon, de mauvais poil. Et si je prends un peu soin de moi, je pourrai donner aux autres le meilleur de moi-même, de la bienveillance, de l'écoute, de l'attention. Est-ce que cette crise aussi nous offre la possibilité finalement de revenir à l'essentiel pour nous-mêmes, voire faire le tri un petit peu, ce qui est important, ce qui ne l'est pas? Ouais. C'est souvent une distinction qu'on fait entre l'urgent et l'important. On vit dans une société qui nous pousse à nous occuper de ce qui est urgent. Faire les courses, faire notre travail, faire la paperasse, réparer les objets qui ne marchent pas. Parce que si on ne fait pas ce qui est urgent, on sera puni, on aura des ennuis. Et on néglige ce qui est important. Ce qui est important, c'est souvent ce qui semble inutile. Regarder passer les nuages, écouter les oiseaux, marcher dans la nature, rire ou jouer avec ses enfants, ses animaux de compagnie. Tout ça, c'est juste important. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, on ne sera pas puni dans l'immédiat, mais peu à peu, notre vie va perdre de son sens. Et je crois que cette crise nous a rappelé qu'il y avait peut-être des choses importantes que nous avions perdues de vue au profit de ce qui était urgent ou rentable. L'une des valeurs aussi qui est sortie finalement de cette crise, c'est la patience, qui a beaucoup de vertus aussi. Oui, ça c'est drôle ce que vous parliez de la patience. C'est vrai que on vit dans une société qui nous présente l'impatience un peu comme légitime. N'attendez pas pour recevoir les objets que vous avez commandés, n'attendez pas dans les files d'attente, etc. Alors que la patience, c'est quelque chose de très précieux. La patience, c'est l'intelligence de l'attente, c'est la sagesse de l'attente. C'est se dire que dans la vie, il y a plein de moments où je devrais attendre et que je peux profiter de ces moments pour me poser, pour me connecter à moi-même, me connecter au monde, habiter
habiter ma vie différemment au lieu de m'énerver, au lieu de vouloir accélérer, au lieu de vouloir pousser. La patience, c'est une vertu de jardinier. Les jardiniers vous expliqueront tous que l'herbe ne pousse pas plus vite si vous tirez dessus. Dans notre vie, il y a des moments où ça se passe de cette manière. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours être patient. Il y a des impatiences qui sont légitimes. L'impatience des jeunes à ce qu'on prenne des mesures écologiques pour sauver la planète est légitime. Mais il y a des impatiences qui sont absurdes. Est-ce qu'une autre piste aussi, peut-être positiver sur les choses, se réjouir de ce qu'on a? Oui, oui, oui. Et là encore, c'est délicat. Bien sûr qu'il faut positiver parce que sinon, la vie est trop triste si on ne s'occupe que des problèmes et que des stress. Mais souvent, les gens pensent que positiver, ça veut dire ne pas négativer, ne tourner le dos aux problèmes, essayer de faire qu'il n'y ait pas de problème. En fait, c'est bidimensionnel. Il y a le positif et le négatif et la vie. Elle se passe en deux dimensions. C'est pas parce qu'il y a des tas de soucis et d'adversités que je ne peux pas rester confiant, rester quand même joyeux de vivre malgré les pépins. Donc, en réalité, le regard positif, les émotions positives, c'est pas pour supprimer les problèmes, c'est pour nous aider à les affronter. Donc, bien sûr que les deux coexistent dans une vie humaine. Et donc, quand on dit soyez positif, il faut dire soyez positif parce que ça vous aidera à mieux faire face à ce qui est négatif. Oui, finalement, et pour conclure, Christophe André, faut-il être optimiste et est-ce que ça peut nous faire du bien? Oui, l'optimisme, c'est pas la naïveté, c'est pas croire que les choses vont bien se passer, rester les bras croisés, c'est s'engager dans l'action pour faire que ce qu'on espère arrive. Il y a une petite fable, je crois que c'est issu du Zen, qui raconte l'histoire d'une souris qui est en train de se noyer dans un grand pot de lait et qui est optimiste. Elle se dit, il n'y a aucune sortie, je nage, je trouve pas la sortie, mais je continue de nager, peut-être un truc va se passer. Et à force de nager, le lait se transforme en beurre et elle peut sortir du pot. C'est-à-dire qu'en nageant, elle s'est fait du bien parce qu'elle a diminué son niveau de stress et elle a changé le monde. Puissions-nous nous inspirer de cette petite souris. Merci beaucoup, Christophe André, d'avoir été notre invité aujourd'hui encore. Merci à vous. Avant de nous quitter, voici quelques livres pour aller plus loin. La vie intérieure de notre invité Christophe André chez l'Iconoclaste. 40 petits exercices à entreprendre pour se comprendre et se connaître et tâcher ainsi de mieux conduire sa vie dans nos sociétés où règne le matérialisme et les apparences. Quand l'esprit dialogue avec le corps, entretien avec le Dalai Lama sur la conscience, les émotions et la santé, sous la direction de Daniel Goleman, chez Très Daniel Poche. Et puis les profils émotionnels, apprendre à les connaître et à mieux vivre avec, par Richard Davidson, édition Les Arènes. Ce psychologue américain qui a rencontré plusieurs fois le Dalai Lama livre ici un guide pour identifier chacun son propre profil émotionnel et l'entraîner grâce à un questionnaire et des exercices d'auto-évaluation.